sur l'imagerie, donc on dirait, puisque bénéficerie, c'est vraiment ça. Donc, merci Romane, bonsoir à tous et toutes, bonsoir, et je suis ravi de revenir en Belgique par le biais de l'ordinateur, parce que moi je suis en France. Donc, je me présente, docteur Yves Ponchet, je suis chirurgien dentiste. J'ai un exercice libéral en cabinet d'imagerie dentomaxillaire exclusif, c'est-à-dire je fais que de la radio, de la panoramique, du cone beam, du bilan, toute la journée. Ça paraît peut-être un petit peu rébarbatif comme ça, mais c'est passionnant parce qu'en fait, le fait d'appuyer sur le bouton, c'est une chose, mais le fait d'analyser les images, c'est vraiment absolument passionnant. Moi, j'ai fait 30 ans d'omnipratique et maintenant, je fais depuis une quinzaine d'années maintenant ça et c'est vraiment quelque chose d'assez fabuleux. Donc, je suis aussi en parallèle enseignant à la fac de Nice et voilà, donc ça me fait une activité assez remplie, mais je suis ravi d'être là ce soir avec vous. Hein, j'ai toujours été un fan de la Belgique, donc ça me va très très bien d'être ici avec vous. Alors on va commencer tout de suite donc par l'imagerie dentomaxillaire et puis se demander au départ qu'est-ce que c'est l'imagerie dentomaxillaire. On ne sait pas forcément exactement ce que c'est. C'est un peu un mystère. Et effectivement, ce mystère, je vais pas le dévoiler tout de suite. Hein. Cette imagerie dentomaxillaire, on peut la comparer un peu à de la lumière. Donc c'est effectivement les rayonnements X, c'est de la lumière qui traverse la matière et qui nous donne les images qu'on va obtenir. C'est vraiment montrer ce qui est caché. C'est vraiment ça le but, et c'est aussi ce qui rend ce métier vraiment passionnant, c'est qu'on va dévoiler ce qui n'est pas montré en fait. C'est un éclairage justement sur un symptôme, parce que la plupart du temps, quand une radio est nécessaire, c'est qu'on a un souci. Ce souci, il est généralement lié au patient qui a un symptôme qu'on ne comprend pas forcément. La clinique nous renseigne, mais pas forcément toujours de tout. Eh ben, le premier examen complémentaire, et j'insiste sur le mot complémentaire qu'on va faire après l'examen clinique, c'est une radio. Et cette radio, on va essayer de la faire le mieux possible parce que ce qu'on veut obtenir, c'est une bonne image, bien entendu. Et la bonne image, il faut vraiment travailler pour l'obtenir. C'est pas quelque chose qui s'obtient comme ça en faisant n'importe comment. Une bonne image, on doit la chercher, on doit essayer de la fabriquer du mieux qu'on peut. Et du mieux qu'on peut, c'est en utilisant tous les principes qu'on connaît, notamment de radioprotection, mais aussi tous ceux qui sont un petit peu cachés derrière la radioprotection, d'essayer d'obtenir une image euh, par le réglage, par la connaissance de ce qui se passe au niveau anatomique, et on obtient, au bout du compte, souvent les meilleures images qui nous permettent de faire donc diagnostic et surtout traitement à l'arrivée. Donc nos patients seront beaucoup mieux traités grâce à l'imagerie si on l'utilise correctement. Alors c'est quoi une bonne image? Eh bien, c'est celle, on vient de le voir, qui solutionne le problème clinique, celle qui nous emmène vers le bon diagnostic et le bon traitement. Alors, en imagerie dentaire, on part toujours d'une 2D. C'est-à-dire que la hiérarchie des examens, elle est vraiment stricte et on va y revenir. C'est quelque chose qui nous emmène de l'examen clinique jusqu'à la 3D si elle est nécessaire, mais on passe d'abord par les étapes de la 2D. Et par exemple, sur ce bilan rétroalvéolaire, que vous voyez peut-être pas très bien parce qu'il est assez finement décrit, mais je vais faire un grossissement et sur cette image, vous voyez tout de suite qu'il se passe quelque chose. Ce quelque chose sur cette 11, on voit bien qu'il y a une résorption, mais vous voyez que l'intérêt de l'imagerie, c'est ça, c'est de se dire, là j'ai quelque chose qui se passe, mais je ne sais pas ce que c'est. Je vois une résorption, je me doute que c'est une résorption. Est-ce qu'elle est seulement externe? Est-ce qu'elle est interne, externe? Est-ce qu'il y a une ankylose? Est-ce que toutes ces questions-là qu'on se pose, et qu'on se pose à juste titre, parce que c'est de ça que va dépendre l'avenir de cette dent, elles ont une réponse par la 3D. Mais c'est la 2D qui va nous alerter en premier et qui va faire qu'on va pouvoir poser le diagnostic et poser surtout l'indication de faire la 3D qui, elle, va nous solutionner notre problème. Une 3D bien réalisée avec un champ assez réduit qui va nous permettre d'avoir des images précises pour une irradiation très faible. C'est ça qui va faire la bonne image. La bonne image, c'est pas seulement celle qui va être magnifique ou qui va être très précise. Il faut aussi qu'elle corresponde à quelque chose, à un but, à un diagnostic, à un traitement. Et donc là, on solutionne le problème en visualisant bien sûr cette ankylose qui est très, très facile à voir, hein, qu'on voit tout à fait bien en 3D. On voit que l'os est carrément rentré dans la dent, on le voit ici. Hein, c'est l'inflammation du ligament qui a créé cette résorption, qui a créé la rentrée d'os dans la dent. C'est une ankylose secondaire à une résorption. Et donc, voilà, la question est résolue. On a notre solution. Cette dent ne bougera plus. Elle est comme ostéo-intégrée. Et donc, voilà, on sait qu'on ne peut plus compter sur elle. Alors qu'avant, sur la 2D, on pouvait encore
éventuellement hésiter sur ce point-là. Alors vraiment, très important toujours de considérer qu'on est vraiment en droit de demander à la radio de nous faire des images, mais on est surtout en droit vraiment de la réclamer nous et de la créer nous. Alors, c'est quoi toujours une bonne image? C'est d'arriver à obtenir cette image qui solutionne le problème. Donc, ces questions qu'on va se poser, c'est vraiment de faire des bons choix. Avant l'acquisition, on va faire des choix qui sont très importants. Se donner les moyens de chercher la bonne image, c'est ça, de faire les bons choix au départ. Alors, par exemple, sur cette image, on voit une dent, une 48, qui a l'air un petit peu en réserve, hein, elle est retenue, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Alors, les questions qu'on se pose, c'est lesquelles? On va se poser quels sont ses rapports avec le nerf alvéolaire inférieur. Sur cette panoramique, on ne peut pas vraiment statuer. On voit que c'est un conflit assez serré, mais on ne sait pas de quelle nature. On ne sait pas si le canal passe devant, s'il passe derrière, s'il passe au milieu, s'il passe dessus. On ne sait pas. Donc, on se pose la question. Et puis, on voit une zone sur la couronne qui peut être une carie, qui peut être une résorption. Cette résorption a-t-elle débouché sur une ankylose? Vous voyez, cette dent qui commence à avoir des symptômes douloureux, qu'est-ce qu'on fait avec? Et pour savoir ce qu'on va faire avec, bien sûr qu'on va poser une indication. Et cette indication de 3D, on va la gérer comment? Quel champ choisir? Quel voxel choisir? Quelle dose choisir pour obtenir la bonne image, celle qui solutionne le problème? Encore une fois, c'est toujours ça qu'on cherche. Donc, dans ce cas précis, on va décider bien sûr de se focaliser sur cette 48 parce que pour l'instant le reste de la bouche ne nous intéresse pas. Nous avons ce qu'il nous faut avec la panoramique. Donc on va faire un petit champ avec un voxel normal et une dose normale et on va obtenir une image 3D qui va nous renseigner. Et qui va nous renseigner comment? Eh bien justement, après l'acquisition, c'est le deuxième problème qui se pose à nous, c'est de trouver ce qu'on cherche. Et pour ça, il va falloir chercher, disséquer l'image. Il va falloir essayer de tirer d'elle tout ce qu'on peut en tirer et d'avoir les renseignements à l'arrivée. Mais ça, c'est pas aussi simple que ça a l'air non plus, parce que quand l'image sort de la machine, vous l'avez tous vu un code mime en sortie d'acquisition, ça ressemble pas à ce qu'on voit là, ça ressemble pas à des images qui ont été orientées, qui ont été travaillées pour essayer d'obtenir l'image qui nous révèle enfin la vérité aussi de cette ankylose qui est cet os qui est rentré par la couronne. On a donc une résorption qui a eu lieu et qui a engendré encore une fois cette ankylose. Cette dent ne bougera pas. Et effectivement, en plus, elle a une connexion avec le canal du nerf alvéolaire inférieur qui est très très étroite. Le canal, il est en quelque sorte comprimé entre la dent et la corticale. Donc oui, là, on a encore une fois un petit problème à résoudre. C'est le problème de après, qu'est-ce qu'on va faire chirurgicalement, qu'est-ce qu'on va faire cliniquement. Mais déjà, on a obtenu l'image qui nous résout le problème du diagnostic. Après, le problème du traitement, c'est un autre problème. Mais nous nous sommes donné les moyens de trouver l'image. En faisant quoi? En orientant les images bien comme il faut, avec des axes bien orientés, on arrive à trouver des solutions, vraiment des images qui parfois peuvent même nous étonner tellement on ne pensait pas trouver ce qu'on trouve. On va rechercher bien sûr les rapports anatomiques, hein, le canal du nerf alvéolaire inférieur. Parfois, on a une racine qui perfore la corticale. Parfois, enfin, on a plein de choses qui se passent. Et puis, bien sûr, rechercher des éléments diagnostiques, comme cette ankylose, effectivement, qui condamne cette dent, qui condamne aussi un petit peu notre extraction, parce que honnêtement, ça va être un petit peu délicat d'aller la chercher, sachant qu'on voit aussi la racine qui est un petit peu coudée, on voit une petite hypersémentose autour. On se demande même s'il n'y a pas une ankylose. Enfin, c'est vraiment la dent compliquée par excellence. Donc, on va peut-être se contenter de faire une coronectomie, d'enlever ce qui est vraiment gênant et qui peut-être est la cause de ces petites douleurs que la patiente a ressenties. Et voilà, une fois qu'on aura fait ça, on aura résolu le problème. Au passage, on a un DAP, c'est-à-dire une dose approximative qui va être de 203 mg cm², c'est-à-dire un petit peu plus qu'une panoramique, honnêtement. Ça vaut vraiment pas le coup de se priver d'un code MIB. On a une dose qui est une panoramique et demie, ou même pas, disons une panoramique un quart, on va la nommer comme ça, et on a des images on a un 125 microns en voxel, qui est une précision vraiment excellente, sachant que la haute résolution, c'est en dessous de 150 microns, donc 125, on est vraiment dedans. On a une image qui est cohérente et qui nous donne une solution. Après, là, moi, je suis content de faire de la radio et de plus faire de la chirurgie, parce que quand je vois des images comme ça, je me dis qu'effectivement, j'ai bien fait de changer. Alors l'imagerie dentomaxillaire, malheureusement, on va dire, parce que c'est vrai qu'on est tous sujets à ça, c'est aussi une activité qui est très encadrée, très régulée, très voilà, voilà, c'est la radioprotection, les formations, la formation CONMIM, formation radioprotection, l'agrément à obtenir, les contrôles qu'on doit faire. Tout ça, c'est assez contraignant. C'est vrai que notre profession, elle est vraiment très contrainte à ce niveau-là.
Mais il faut savoir quand même que c'est pas pour rien, parce que c'est un examen qui reste un examen complémentaire, la radio, il faut jamais l'oublier. On est en deuxième après l'examen clinique et on n'est pas obligé de faire des radios. Vraiment, cette radio, on la fait si on a besoin de la faire. Alors, je sais ce que vous allez dire, on en fait vraiment la plupart du temps, on doit en faire, bien sûr, mais c'est tout de même un examen complémentaire. Cet examen, il comprend des indications qui sont précises. Ces recommandations, ces indications, elles sont vraiment données d'une manière concrète, précise pour chaque discipline, pour l'endo, pour la paro. On a des indications très précises, que ce soit pour la 2D ou pour la 3D. Donc il faut en tenir compte, parce que c'est ça qui fait aussi ce qui va nous aider à trouver le bon examen pour le bon patient au bon moment. Et bon, bien sûr que l'utilisation réglementée, je ne vais pas insister lourdement là-dessus parce que c'est vrai qu'on subit tous des contraintes à ce niveau-là, mais en même temps, c'est ces contraintes qui font qu'aujourd'hui, on a une activité qui est sécurisée et qui est si peu dosante, notamment au niveau dentaire, c'est vraiment très peu dosant. C'est aussi grâce à toutes ces réglementations qui nous ont été, entre guillemets, un petit peu imposées. Alors, justement, puisqu'on parlait de la hiérarchie des examens, c'est dans quel ordre l'imagerie dentomaxillaire? Alors, l'étape 1, c'est l'examen clinique et l'anamnèse. Ça ne peut pas déroger. On ne peut pas faire une radio sans avoir vu le patient. Parce qu'il y a une pratique, alors je parle surtout pas en Belgique, hein, mais en France beaucoup, parce que la France, c'est toujours un pays un peu particulier, où une activité particulière, on a une assistante qui n'a pas le droit de faire les radios, mais qui va quand même chercher le patient dans la salle d'attente, un patient que vous n'avez jamais vu. Donc on va le chercher dans la salle d'attente, on l'amène en salle radio, on lui fait une panoramique, on lui fait un cone beam grand champ, et on le ramène en salle d'attente. Le patient n'a toujours pas vu le dentiste. Et le dentiste reçoit sur son bureau les radios qui ont été faites sur son ordinateur, et comme ça, il a tout ce qu'il faut pour commencer son travail. Mais ça, c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire, parce qu'effectivement, d'abord, un, l'assistante n'a absolument pas le droit de faire de la radio. Ensuite, deux, le patient, il ne comprend pas ce qui se passe, qu'il va faire des radios, mais il a vu personne encore. Donc, à part l'assistante, il n'a vu personne. Et puis ensuite, comment vous pouvez justifier une radio sans avoir vu un patient? C'est ça. La justification, c'est quand même un moment très important dans tous les examens radio, et pas seulement dans la radio, dans tous nos actes dentaires. On justifie nos actes en disant, voilà, je fais cet acte pour telle raison. Donc là, l'examen clinique et l'anamnèse, c'est l'étape numéro un, capitale, incontournable et indispensable, vraiment. C'est elle qui va nous fournir les indications, justement, et les justifications de la 2D. C'est elle qui va nous dire, voilà, là, j'ai un amalgame infiltré, je vais faire une rétroalvéolaire. Là, j'ai des dents de sagesse, je ne sais pas trop comment elles poussent, je vais faire une panoramique. C'est ça, l'indication des 2D, c'est la clinique, vraiment. Et on ne doit pas déroger à ça. La deuxième étape, bien sûr, donc la 2D, et la 2D, elle va nous fournir aussi des indications, parce que bien sûr que la 2D n'est pas suffisante. Bien sûr que des fois, on a des choses qui se passent et on ne peut pas comprendre. Il y a des choses, on se dit, voilà, pourquoi cette dent est ici? Qu'est-ce qui se passe ici? On a une petite idée. Et là, qu'est-ce qui se passe sur ces dents? On a toujours des idées qui viennent, mais les idées, c'est pas avec ça qu'on soigne. Les idées, elles vont nous inciter à faire mieux, à voir plus, à voir mieux, à essayer de comprendre ce qui se passe dans cette bouche du patient. Donc voilà. L'examen 2D, une fois qu'on l'a fait, on va bien sûr trouver très souvent des indications de 3D. Mais c'est justement pour ça que c'est fait. C'est pour nous aider. Et pour nous aider en quoi? Alors le CODMIM, justement, l'intérêt de comprendre cette situation de la 2D d'abord, c'est que, par exemple, sur cette dent-là, sur cette panoramique que vous voyez à gauche, vous avez, par exemple, cette 36 qui est bloquée en position basse. Si je veux la voir vraiment correctement, le premier réflexe encore une fois, je parle que de la France, hein. La Belgique est un pays exemplaire, donc je parle que de la France, qui est un pays vraiment de dentistes très peu précautionneux, je vous l'accorde. Alors, on va en premier faire un grand champ, ce qui est une première erreur, vraiment la pire, parce que sur un grand champ, ben, vous ne verrez pas tout. Vous aurez un grand voxel, vous aurez une précision moindre, et vous irradierez plus votre patient. Là, l'idéal, c'est de faire un petit champ. Et quoi de mieux qu'une panoramique pour voir où faire le petit champ? Je vais en faire un là et je vais en faire un là, par exemple. Et là, j'aurai mes solutions. Ici, je vais faire un petit champ qui va considérer ça sur un bilan rétroalvéolaire. Voilà, par exemple, ici, le petit champ va être là. Et la 2D me permet justement d'accéder au petit champ qui est quand même la reine du code MIME, c'est le petit champ, c'est votre meilleur ami en code MIME. Vraiment, il y a rien d'autre à dire. Et la troisième étape, bien sûr, c'est la 3D. Donc, on va reprendre cette image de la panoramique, parce qu'elle est quand même assez spectaculaire, pour vous dire que voilà, on a fait une 3D là-dessus et on s'aperçoit effectivement qu'on a des renseignements, mais très très importants à visualiser parce que on voit que le canal il passe vraiment au milieu des racines de la 36, vraiment au milieu, et qu'il est même intégré au niveau des racines qui se sont recourbées. Donc ce renseignement, il est, je dirais, vital
pour le praticien qui va éventuellement faire l'intervention. Il ne s'agit pas de se jeter sur cette intervention avec la panoramique. Vous comprenez bien pourquoi en voyant la 3D. Donc la 3D va nous renseigner d'une manière très efficace, très efficiente même, je dirais. Tout ça parce qu'on a fait un tout petit champ, c'est un 4-4 avec une dose normale, hein. C'est pas, on n'a pas irradié le patient plus que ça, on doit être aux alentours des 200 mg cm carré. Là, on est aux alentours de 100, on a fait 300 mg cm carré en tout pour avoir une planification vraiment parfaite de cette intervention. On va la faire, on va pas la faire, on ne sait pas, mais au moins, on a une réponse.